Salut les mecs. Si vous deviez décrire le dernier épisode de Game of Thrones en un mot, lequel choisiriez-vous? Alors, pour beaucoup, on va pas se mentir, le mot qui reviendrait, eh bien ce serait décevant. Oui, la série s'est terminée il y a près de 6 ans maintenant, et soyons honnêtes, la conclusion a laissé un goût amer dans la bouche de pas mal d'entre nous. Et pourtant, au début, Game of Thrones, c'était pas juste une série, c'était tout simplement et tout bonnement un phénomène culturel. Je fais bien évidemment partie de ceux qui ont beaucoup aimé la série, d'ailleurs, elle m'a d'ailleurs donné envie de lire les livres. Malheureusement, l'amour, comme vous le savez, ne dure que 3 ans, ou plutôt, en l'occurrence, que 4 saisons. Mais on en parlera un peu plus tard. Quoi qu'il en soit, Game of Thrones c'est une série à part, mais également ce qui est à part dans cette série, c'est son déclin qui est des plus notables. Game of Thrones était clairement au-dessus de la plupart des autres séries de fantasy, enfin, du peu de séries de fantasy qu'il y avait à l'époque, même à l'heure d'aujourd'hui. Mais malgré tout ce qu'elle a accompli, quelque chose s'est brisé dans les dernières saisons, à partir de la 4 en fait. Et ce quelque chose, c'est la qualité d'écriture. Oui, l'écriture, parce que peu importe le talent des acteurs, la beauté des décors, le coup de caméra et la qualité des effets spéciaux, quand le scénario, quand l'intrigue, quand les dialogues ne suivent pas, le reste perd de sa magie. Et justement, la série Game of Thrones est un exemple parfait. Toutes les performances des acteurs aux effets visuels étaient brillants, même lors des dernières saisons. Mais à mesure que l'écriture s'est dégradée à partir de la saison 5, 6, 7 et surtout 8, il est devenu dès lors très difficile d'apprécier les autres aspects de la série. C'est d'autant plus frustrant qu'on sait que cette œuvre aurait dû et aurait pu être bien meilleure. Et finalement, on est passé d'un chef-d'œuvre complexe de la fantasy, une espèce de déconstruction des tropes de fantasy au début de la série, pour ensuite, malheureusement avec les dernières saisons, passer à une espèce de heroic fantasy générique. Puisque au début, Game of Thrones taclait des thèmes riches, puisque l'histoire tournait autour d'intrigues politiques profondes, de personnages réalistes, des relations interpersonnelles assez complexes, et oui, effectivement, des dragons et un peu de magie une fois de temps en temps. Mais au début, tout cela était dosé à la perfection. La magie et les dragons, ils étaient rares, précieux, utilisés uniquement pour enrichir l'histoire, et les personnages, ils évoluaient grâce à leur intelligence, leur ruse, et non à coups d'épée uniquement. Mais au fil des saisons, quelque chose a changé. Quand les scénaristes, ou plutôt les showrunners, ne savaient plus quoi faire, ils avaient 3 solutions. Ajouter un combat, pour faire en sorte d'oublier que l'histoire ne fait pas sens, sortir un dragon ou utiliser un Deus Ex Machina magique, c'est-à-dire effectivement une espèce de béquille narrative pour sortir les personnages d'une impasse justement narrative. Et parfois, nos amis les showrunners, évidemment, d'ailleurs on en parle un peu plus tard, D.B. Weiss et David Benioff, que l'on appelle également D&D, faisaient les 3 à la fois. Et finalement, on s'est rendu compte que ces showrunners-là, ces 2 Gugus-là, ont montré une faiblesse majeure. Ils ne savent pas écrire une histoire à partir de rien. Et c'est là où on arrive effectivement au problème des livres non terminés de notre ami George R.R. Martin. Et oui, j'ai bien dit Martin, je suis francophone, et je vous emmerde. Bon alors, revenons un peu en arrière. Les premières saisons de Game of Thrones s'appuient sur la série de romans que vous connaissez bien évidemment, A Song of Ice and Fire, écrite encore une fois par George R.R. Martin. Et il faut le dire, ces saisons étaient exceptionnelles, on va pas se mentir, les 4 premières en tout cas. La plupart des scènes mémorables de la série viennent directement des livres, mais à partir des saisons 4 et 5, les scénaristes, les showrunners ont commencé à manquer de matériel à adapter. Et pourquoi? Et tout simplement parce que George Martin n'avait pas terminé ses livres. Et au départ, D.B. Weiss et David Benioff, que les fans surnomment D&D, donc les 2 showrunners de la série, faisaient un travail remarquable d'adaptation, et non pas de création. Et c'est là où effectivement la différence est extrêmement cruciale. Ils savaient couper ce qui n'était pas nécessaire des livres de base de George Martin, embellir certains éléments et rendre les intrigues d'autant plus captivantes. Mais une fois qu'ils ont malheureusement dépassé le matériel original de l'ami George, tout a changé. Ils ont dû inventer des intrigues de leur côté et c'est là où le bateau a malheureusement commencé à couler. Et donc avec quelques éléments restants à peine esquissés par l'ami George Martin avant que lui-même dégage de la série aussi, D&D ont dû écrire à partir de rien, encore une fois. Et malheureusement, je le répète, ce n'est pas leur point fort, loin de là. Là où les premières saisons étaient riches en intrigues et en dialogues subtils, les dernières saisons ont introduit des arcs narratifs faibles, des dialogues bâclés et des scènes de combat ajoutées juste pour remplir le vide. Avant, on avait une bataille majeure par saison, et encore, si on avait de la chance. Alors que dans les dernières saisons, c'était devenu un spectacle presque constant, mais sans impact. Et ça, justement, c'est parce que nos 2 amis, les showrunners, n'avaient plus rien à raconter, tout simplement. En fait, cette situation me rappelle beaucoup l'animé original Full Metal Alchemist, donc la première version de l'animé. Justement, l'animé avait dépassé le manga original Full Metal Alchemist et avait dû improviser une fin et des derniers épisodes, et effectivement, forcément, vous le savez, c'est parti en couille.
pour rester poli. Jusqu'à que Fullmetal Alchemist Brotherhood revienne effectivement pour rendre ses lettres de noblesse au manga légendaire d'Hiromu Arakawa. Et donc, là où je veux en venir, c'est que les showrunners de Game of Thrones se sont retrouvés dans une position similaire, mais sans la moindre structure solide pour guider leur écriture. Et à la fin, on se retrouve avec une direction incohérente et des personnages absolument sacrifiés, puisque c'est ici que le véritable problème se manifeste. Les personnages eux-mêmes ont commencé à perdre de leur essence. Là où les premières saisons leur donnaient des arcs de développement riches et complexes, les dernières saisons les ont réduits à des versions caricaturales de ce qu'ils étaient. Et c'est ce qu'on appelle dans le jargon anglo-saxon la flandérisation, en référence à Flanders, qui au début des premières saisons des Simpsons était un personnage complexe avec pas mal de facettes différentes, et malheureusement pour lui, dans les dernières saisons des Simpsons, il a été réduit à sa portion congrue, c'est-à-dire que Flanders est devenu un espèce d'extrémiste religieux chrétien, alors que dans les premières saisons des Simpsons, Flanders, effectivement, était un chrétien tout à fait pieux, sans pour autant être un malade. Cela ne faisait partie qu'une de ses nombreuses facettes. Mais malheureusement pour lui, il a été flandérisé. Et hélas, pour tous les personnages de Game of Thrones, ils ont été également flandérisés à leur tour dans les dernières saisons, malheureusement. Et donc les scénaristes ont décidé de n'utiliser que les traits les plus évidents de leurs personnages afin de faire avancer l'intrigue aussi rapidement qu'il est possible, en sacrifiant tout ce qui les rendait humains justement, ces personnages. Et puisqu'on parle de personnages, eh bien parlons des personnages. On va parler effectivement de la façon dont chacun des personnages principaux, des personnages légendaires, iconiques de Game of Thrones ont été complètement flandérisés, ont été complètement massacrés par nos deux amis D.B. Weiss et David Benioff. Bon déjà, on va commencer bien évidemment avec la Khaleesi, Daenerys Targaryen, et sa descente aux enfers extrêmement mal exécutée. Alors déjà, on va mettre les choses au clair dès maintenant. Daenerys est probablement le personnage qui souffre le plus des choix scénaristiques douteux des dernières saisons. Elle passe de jeune reine confiante, parfois un peu impulsive, à tyran mégalomane brûlant des innocents juste pour le lol, en l'espace de quelques épisodes seulement. Et le problème, c'est que, voilà, apparemment, quelques épisodes suffisent pour assassiner son arc narratif. Alors, déjà, certains fans, effectivement, défendent, et d'ailleurs défendront dans les commentaires, ça je peux vous l'assurer, je vous le garantis sur facture, que la chute soudaine dans les ténèbres de Daenerys Targaryen dans la saison 8 est en fait parfaitement justifiée, puisque cette bascule vers le côté obscur était foreshadowée. Alors foreshadowée, c'est-à-dire qu'elle a été mise en place et préparée bien avant. C'est du fusil de Tchekhov, hein, pour ceux qui préfèrent les termes français, voilà, fusil de Tchekhov, vous tapez sur Google, vous verrez ce que c'est. C'est juste, un dispositif narratif qui est placé au début d'une intrigue afin de justifier justement une intrigue narrative future. Voilà, bon. Le problème, c'est que pour Daenerys, c'est pas vraiment le cas. Contrairement à ce que certains veulent croire ou veulent faire croire, la transformation de gentille princesse, un peu impulsive parfois il est vrai, à mégalomane, assoiffée de sang de Daenerys, est précipitée et maladroite. Même comparée à celle d'Anakin Skywalker dans la prélogie Star Wars, qui est souvent critiquée pour sa rapidité, on va pas se mentir, Daenerys semble encore plus incohérente, tout en ayant effectivement un bilan de destruction encore plus lourd qu'Anakin Skywalker, ou en tout cas au moins équivalent. Puisque depuis ses débuts, le parcours de Daenerys tournait autour de l'idée de briser les cycles, hein. La fameuse briseuse de roues, le cycle de la tyrannie instauré par sa propre famille, des Targaryens et son père Aerys Targaryen, le cycle de la souffrance des peuples de Westeros et également des peuples d'Essos avec l'esclavagisme et tout ça. Bon. Et le titre de briseuse de chaînes n'était pas qu'un surnom, il résume son ambition de gouverner sans devenir elle-même un monstre. Elle ne voulait pas devenir la Mad Queen, exactement comme son père Aerys Targaryen était le Mad King. Elle voulait prouver qu'un règne juste et fort était tout à fait possible. Et pourtant, la série l'a fait sombrer dans la folie en un éclair, ruinant complètement cette idée. Et à la limite, moi je vous le dis, je suis absolument certain que cette descente aux enfers de Daenerys Targaryen était totalement un plan de George Martin. Ça, j'en suis certain. Donc, quand je critique cette descente aux enfers, je critique pas la nature de cette descente aux enfers, d'autant plus que, pour ceux qui me connaissent, encore une fois, les descentes aux enfers, les protagonistes qui sont gentils et qui à la fin deviennent méchants, moi, c'est mon trope préféré. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur le top 10 de mes tropes préférés, et je l'ai placé en numéro 1. Donc, croyez-moi bien, qu'on prenne Daenerys, qui est une sorte de princesse Disney au début de la série, pour en faire une espèce de Dark Vador ultra tyrannique à la fin, moi, je suis dans le train, je monte dans le train directement. Le problème, c'est que c'est très mal amené. Parce que oui, tout au long de la série, Daenerys parle de feu et de sang, mais elle cible toujours des ennemis précis, c'est-à-dire les tyrans, les esclavagistes et les traîtres. Alors oui, elle exécute parfois certaines personnes de manière brutale, comme les deux Tarly, bien entendu, effectivement, le grand frère et le père de Samuel Tarly, respectivement, mais ça reste finalement dans les normes de ce monde. C'est-à-dire que même les figures honorables telles que Jon Snow appliquent la loi par l'épée. On le verra d'ailleurs tuer un enfant, quand même. Et puis même,
au tout début de la série, et là je parle bien du premier épisode de la première saison, la première leçon que l'on apprend, et que Bran d'ailleurs apprend à travers son père Ned Stark, c'est qu'il ne faut jamais reculer devant son devoir. Et on voit Ned Stark effectivement décapiter de sa propre lame un fuyard. Un mec qui avait fui effectivement le mur de la garde de la nuit. Et pourtant, ce gars-là, c'était un jeune homme, effectivement, un jeune garde de la nuit tout à fait honnête qui n'avait rien demandé. Et pourtant, Ned Stark, il n'est pas en mode non, je vais comprendre, je vais l'écouter, nanani, je vais avoir pitié de lui ou je sais pas quoi. Non, il le décapite et c'est tout. Et d'ailleurs, même, c'est tellement vrai que Jon Snow demandera au jeune Bran de ne pas détourner le regard, de bien regarder et de pouvoir faire la même chose plus tard quand lui-même sera seigneur. Donc, voilà, c'est pour vous dire à quel point le fait qu'on dise oui mais Daenerys a exécuté les Tarly, Daenerys a fait ceci, Daenerys a fait cela, en fait, ça fait partie des normes sociales du monde dans lequel elle vit. Daenerys, elle est pas en France en 2025. C'est ça en fait le truc, elle est pas en démocratie. Elle est dans un monde médiéval vraiment assez obscurantiste finalement, où la peine de mort est monnaie courante. Enfin voilà quoi, on peut pas dire oui mais elle est méchante, oui mais tout le monde fait pareil, même Ned Stark, qui est pourtant toujours représenté comme étant le parangon de l'honneur. Sauf que bien évidemment, lorsqu'elle se met à brûler des innocents après qu'ils se soient rendus, bah, c'est pas seulement justifié, c'est carrément en contradiction avec tout ce que son personnage défendait. Et bien évidemment, là je parle de ce qui se passe lors de l'avant-dernier épisode, hein, je crois les cloches de King Landing ou je sais plus quoi. Bref, vous savez très bien de quoi je parle lorsque Daenerys et Drogon attaquent Port-Réal. Et à la limite, je le répète, moi ce n'est pas le fait qu'elles se contredisent, moi j'aime bien quand un personnage sombre dans les ténèbres. Le problème c'est qu'il n'y avait pas vraiment de foreshadow. Le fusil de Tchekhov, bah il n'y avait pas de fusil justement. Il y avait Tchekhov mais il n'y avait pas de fusil. Donc c'est un peu con. Et encore une fois, ceux qui veulent justifier son massacre de King's Landing en expliquant que Daenerys a perdu plusieurs proches et qu'elle se sent seule et rejetée à Westeros, ce qui explique pourquoi elle a tourné complètement folle, bah ok, perdre ses alliés tels que Missandei et Jorah, bah c'est tragique, mais si on devait comparer avec Arya qui a perdu bien plus de proches que Daenerys et qui s'est pas transformée en tueuse de masse, bon après oui, d'accord, Arya tue, mais ses actions sont ciblées et motivées, alors que Daenerys, elle, bah elle tue au hasard, sans aucune logique autre que, bah il faut la rendre méchante maintenant, puisque le prochain épisode, bah c'est le dernier en fait. De plus, encore une fois, les showrunners, les scénaristes, essaient de justifier cette transformation en montrant que Westeros ne l'accepte pas comme une reine légitime. Mais là encore, la série n'a pas pris le temps de développer ces tensions. Tout ce qu'on voit, c'est Daenerys passer du doute à la mélancolie, à l'anéantissement total d'un peuple. Et il manque pas mal d'étapes cruciales pour que cette chute semble naturelle. Et en fait, il y avait une solution simple pour sauver son arc. Un seul changement aurait pu rendre ce massacre de King's Landing, de Port-Réal, plus crédible, c'est tout simplement d'enlever la scène des cloches lorsque effectivement la ville décide de déclarer sa réédition. C'est-à-dire que malgré tout ce que fait Daenerys, la ville, à travers bien évidemment la reine Cersei, refuse de faire sonner les cloches de la réédition et de l'abandon. Là, on arrive à une scène qui est beaucoup plus prenante en termes de dilemme, parce que là, au lieu que King's Landing ne se rende, eh bien, Cersei refuse obstinément d'abdiquer, et ça force Daenerys à choisir entre abandonner sa conquête et à continuer à attaquer pour forcer justement Cersei à faire sonner les cloches. Et dans ce contexte, les pertes civiles auraient été un effet secondaire tragique à la détermination à vaincre de Daenerys, et cela aurait été moralement ambigu, mais bien plus cohérent avec le personnage que nous avons suivi pendant toutes ces saisons. Et la transformation de Daenerys ne choque pas seulement parce qu'elle est brutale. Les fans de Game of Thrones que nous sommes sont en fait habitués à des moments sombres et dérangeants. Ce qui déçoit vraiment, c'est qu'on essaie de nous faire croire que cette descente aux enfers est un arc narratif légitime, alors que cet arc justement manque totalement de préparation. Et résultat, cette décision a été un des points de rupture majeurs pour la plupart des fans que nous sommes, marquant le début de la fin, plutôt la fin du début, parce que là déjà, à partir de l'épisode 2 de la saison 8, déjà tout le monde avait lâché la manette, mais là c'était vraiment le dernier clou sur le cercueil quoi. Et c'était une série qui était autrefois célébrée comme un chef-d'œuvre de la télévision, sauf qu'à l'heure d'aujourd'hui, quasiment personne n'en parle. Il y a encore certaines personnes qui peuvent parler peut-être de Oz, de Soprano, peuvent parler effectivement de Breaking Bad et d'autres séries, mais Game of Thrones, personne n'en parle, à part moi, et encore, moi, il faut que je paye mon loyer. Donc bon, même là encore, je le fais pas par plaisir. Bon, tout à l'heure, j'avais parlé un peu de Bran, bah on va en parler de cette énorme occasion ratée. Alors, Bran Stark représente certainement l'exemple le plus frappant de potentiel gâché dans toute la série. Au départ, son arc semblait prometteur. C'est un jeune garçon paralysé qui découvre qu'il possède des pouvoirs mystiques extraordinaires. Il faut savoir que Bran Stark, ça fait partie, comment dire, des personnages qui démontrent le plus le style de personnage que George Martin aime à mettre en scène, c'est-à-dire les personnages handicapés. D'ailleurs, j'en avais parlé dans l'une de mes vidéos, je crois, d'incohérence de Game of Thrones. J'avais parlé effectivement que la plupart des personnages préférés de George Martin et les personnages qu'il aime bien mettre en avant sont des personnages qui sont handicapés, qui soient des handicapés physiques, hein, comme Bran, ce qu'on peut dire qu'il est handicapé, mais Tyrion Lannister, voilà, ou même Davos, hein, à qui il manque tous les doigts de la main droite ou de la main gauche, je sais plus. Bon, et aussi des handicapés sociaux, tels que Jon Snow, puisque effectivement, il s'agit d'un bâtard. Voilà, donc Bran
Bran Stark, c'est un peu la base de l'écriture de George Martin. Mais malheureusement, au fil des saisons, il se transforme en un personnage qui, malgré sa puissance inégalée, ne sert pratiquement à rien, à part s'asseoir et à mettre les autres mal à l'aise, avec ce commentaire des plus étranges. Bon, donc là, il s'agit d'un personnage vidé de sa personnalité. Bran, pourtant, était autrefois curieux, empathique et déterminé à comprendre les mystères qui l'entouraient. Mais une fois qu'il devient la corneille à 3 yeux, et donc un être un peu cosmique qui est capable de voir dans le futur et dans le passé en même temps, sa personnalité disparaît presque entièrement. On pourrait penser que cette transformation symbolise une élévation à un état supérieur, mais ce changement n'est jamais réellement exploité. Ça aurait pu être pourtant fascinant. Explorer le conflit entre son humanité et ses nouvelles capacités, pour ainsi dire presque divines, ça aurait été sympa. Pourtant, les showrunners, encore une fois, laissent cet aspect de côté, transformant Bran en une coquille vide qui fait office de figurant dans sa propre histoire. Et en fait, d'ailleurs, ça me permet effectivement d'embrayer sur un autre problème de nos amis D.B. Weiss et David Benioff, c'est que même si tout à l'heure j'ai dit que, contrairement au début de la série, il y a de plus en plus de magie au fil des saisons, et à partir surtout de la saison 4 de Game of Thrones, afin de faire oublier aux spectateurs que les dialogues sont beaucoup moins bien écrits, qu'il n'y a plus de développement de personnages, et que voilà quoi, c'est pas terrible, donc on fout un dragon, on fout des combats, effectivement, en espérant faire illusion, il faut quand même aussi dire que David Benioff et D.B. Weiss n'aiment pas trop la magie en termes général. Ils ont toujours eu cette espèce de honte du côté fantasy de Game of Thrones. C'est-à-dire que même s'ils vont te mettre un dragon, des batailles, effectivement, d'ailleurs, c'est eux qui l'ont dit, hein, c'est-à-dire que je leur mets pas de mots dans la bouche, ils ont toujours dit effectivement qu'ils auraient aimé que chaque saison de Game of Thrones soit un peu comme le Super Bowl. Que tout le monde puisse se mettre effectivement dans le bar du coin avec je ne sais quelle boisson, avec ses potes et regarder un épisode et commencer à crier dès qu'il se passe un truc quoi. Il y a toujours effectivement ce délire de ouais mais on n'a pas envie que ce soit trop série entre guillemets de nerd. Il faut que ça puisse parler à tout le monde. Et j'ai toujours effectivement vu que dès qu'il s'agissait de magie, soit ils préfèrent passer vers le côté comment dire très spectaculaire de la magie, c'est-à-dire un gros dragon qui défonce tout, ou alors ils mettent cet aspect magique de côté. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Bran. Parce que l'aspect magique, l'aspect surnaturel, l'aspect fantastique de Bran ne peut pas être spectaculaire. C'est pas un dragon qui crache du feu. C'est quelque chose de beaucoup plus intéressant et beaucoup plus subtil. C'est-à-dire qu'effectivement, là, il s'agit de voyage dans le temps, de trucs vraiment sympathiques, de trucs qui vraiment poussent l'intrigue dans ses retranchements. Ça donne des trucs vraiment bizarres et super étranges et super fous. Un truc que George Martin aime beaucoup. Et donc, je vous donne un exemple. Ce qui s'est passé avec Hodor, et attention, petit spoil de la saison 5 ou 6, je sais plus. Voilà, ça d'ailleurs il me semble que c'est un des derniers trucs que George Martin avait écrit, c'est la raison pour laquelle Hodor, Willis pour les intimes, est devenu une espèce de comment dire, de simplet qui ne peut jamais dire que Hodor. Voilà, on se rend compte effectivement qu'en réalité, ce qu'il voulait dire c'est Hold the Door, bien entendu, puisque bon, c'est un peu difficile à expliquer, tellement c'est fou, mais j'ai envie de dire c'est ça le génie de George Martin, c'est qu'en fait, au moment où, dans le futur, enfin dans le présent, Hodor était censé empêcher les marcheurs blancs de traverser une porte, donc Hodor tient la porte, il hold the door, évidemment en anglais, et au même moment, Bran Stark est dans le passé. Et il dit hold the door, hold the door. Ça veut dire qu'il parle au Hodor du passé, c'est-à-dire le Willis de même pas 13 ans, et il parle également au Hodor de 40-50 ans, en même temps. Ce qui fait qu'en fait, le Hodor du passé, il voit son cerveau complètement splicé par l'ordre que Bran donne au Hodor du futur. Bref, voilà. Et c'est pour ça que, dans une espèce de boucle temporelle stable, le Hodor du passé ne peut prononcer que le mot Hodor. Enfin, bref, écoutez. C'est complètement dingue, c'est complètement fou, c'est d'une créativité folle, enfin c'est dingue, c'est dingue. C'est du George Martin tout craché. Voilà, ce genre de choses, nos amis D.B. Weiss et David Benioff en sont allergiques. Dès qu'il s'agit effectivement d'être un peu créatif avec le côté surnaturel, de faire des trucs un peu fous, de faire des trucs un peu originaux, étranges, et ce qui fait un peu le sel de Game of Thrones, bah là ils se barrent, là ils le font pas, et c'est pour ça que lorsque George Martin n'est pas là pour essayer de guider nos deux amis les showrunners, bah il n'y a plus ça du tout. Et donc Bran Stark ne sert plus à rien à partir du moment où George Martin n'est plus là pour chapeauter le tout. Voilà, excusez-moi de ma longue explication, mais il fallait que ce soit dit. Et justement, notre ami Bran Stark a un rôle inexistant dans la fameuse bataille de Winterfell. J'en ai un peu parlé, hein. Épisode 2 ou épisode 3 de la saison 8. C'est une catastrophe narrative, hein, cet épisode. Et d'ailleurs, le point culminant de cet arc narratif, bah, c'était Bran, qui aurait dû être un peu le clou du spectacle hein, de cette bataille contre les marcheurs blancs. Puisque, après tout, son arc est intrinsèquement lié à leur histoire des marcheurs blancs. Il est le dépositaire de l'histoire de Westeros et en quelque sorte leur plus grand adversaire aux marcheurs blancs. Pourtant, au moment où cette confrontation arrive, bah, il fait rien de significatif. Voilà, rien du tout, hello, nada, zéro. Il se contente de warguer dans des corbeaux, il s'incarne dans les corbeaux un peu partout,
sans raison apparente d'ailleurs, et attendre que quelqu'un d'autre règle le problème. C'est un manque d'action terrible qui souligne un problème plus large. Nos deux amis les scénaristes, nos deux amis les showrunners ne sont pas à l'aise avec les aspects les plus étranges et mystiques du personnage, et surtout les aspects les plus étranges et mystiques de la série Game of Thrones, de l'univers de A Song of Ice and Fire. Bran aurait pu être un outil narratif fantastique pour approfondir le mythe d'un marcheur blanc, de la corneille à 3 yeux ou de la magie en général, et au lieu de cela, nos amis D.B. Weiss et David Benioff évitent de se lancer dans quelque chose de trop complexe, et ça nous laisse avec une intrigue sans aucune ambition. Et d'ailleurs, bon, en parlant de peu d'ambition, il y a la fin de la série, puisqu'on retrouve notre ami Bran après avoir passé une saison entière à ne rien faire. D'ailleurs, ce ne sera pas la seule saison où il ne fera rien, parce qu'il me semble que Bran est totalement absent de la saison 5. Là, on part d'une aberration scénaristique totale et absolue. Bref, et il est choisi comme roi de Westeros. Bon, cette décision est censée représenter une sorte de résolution, un choix audacieux et inattendu, mais soyons honnêtes, ça tombe complètement à plat. Son couronnement ne semble ni mérité ni logique, et après des saisons à être passif, voire même absent, dixit la saison 5, son ascension au trône ne ressemble pas à un aboutissement naturel de son arc, mais plutôt à une solution rapide pour conclure l'histoire. Et on sent effectivement que nos deux amis les showrunners avaient manifestement très hâte d'arriver à cette fin, ce qui rend le tout encore plus décevant. Et c'est con parce que faire en sorte que Bran devienne roi aurait pu être une conclusion brillante s'il avait activement contribué à la victoire contre les marchands blancs, ou s'il avait utilisé ses capacités de manière significative pour influencer les événements. Mais en l'état, cela donne l'impression qu'il était là juste au bon endroit, au bon moment, et non qu'il n'a gagné sa place. Et c'est con. C'est d'autant plus con que, encore une fois, nos deux amis les showrunners ont tout fait pour arriver à la fin de Game of Thrones, en tout cas c'est ce qu'on disait, d'aller travailler sur la prochaine trilogie Star Wars. Mais le problème, ils ont tellement fait un énorme raté avec cette fin de Game of Thrones que malheureusement, ils n'ont pas décroché le poste. Donc finalement, c'est d'une ironie mordante. Bon allez, passons à notre ami Jean Neige, bien évidemment, le héros déchu de Westeros. Alors Jean Neige, souvent perçu comme le héros ultime de Game of Thrones, en tout cas à partir du moment où George Martin n'est plus là pour écrire le livre, puisque à la base il n'y a pas de héros dans Game of Thrones justement, c'est une déconstruction totale des tropes de fantasy, sauf que malheureusement, à partir des saisons 5, 6, 7 et surtout 8, là on est repassé à une espèce d'intrigue de fantasy extrêmement générique, et on arrive effectivement avec Jean Neige en tant que héros, qui était d'ailleurs autrefois relativement étoffé et relativement riche en nuances. Ça n'a jamais été mon personnage préféré, mais en tout cas dans le livre c'était sympathique. C'est une espèce de fils de chevalerie du pauvre, on va pas se mentir, pour ceux qui aiment bien l'assassin royal, on va quand même dire les termes, mais il était sympa. Mais bon, malheureusement pour lui, il s'est vite transformé en figure passive et vide, sacrifié au profit d'une intrigue précipitée. Puisqu'encore une fois, lorsque nos deux amis les scénaristes D.B. Weiss et David Benioff se sont orientés vers des tropes fantasy beaucoup plus traditionnel, Jon a été propulsé directement comme le héros central de l'intrigue. C'est une transition naturelle, étant donné son parcours héroïque tout au long des premières saisons. Cependant, à mesure que la série avance, Jon passe de héros actif à spectateur de sa propre histoire, ne faisant que réagir aux événements. Il passe la majeure partie de la dernière saison de Game of Thrones, la saison 8, à alterner entre deux expressions faciales, la confusion et l'angoisse, et à répéter des phrases complètement vides de sens comme « She's my queen, she's my queen ». Voilà, elle est marraine sans aucune conviction. Et cette passivité culmine avec sa relation avec sa tante, c'est quand même dégueulasse, Daenerys, qui le réduit presque à un simple outil narratif. Et après avoir couché avec elle, Jon perd toute autonomie. Le Jon Snow qui avait autrefois défié la garde de la nuit et pris des décisions difficiles disparaît au profit d'un personnage qui se contente de suivre le mouvement. Et d'ailleurs sa romance avec Daenerys est précipitée et superficielle malheureusement. Le développement de cette romance est trop hâtive, introduite tardivement dans la série et ne bénéficie d'aucune construction crédible en termes d'intrigue. En quelques épisodes seulement, ces deux personnages se rencontrent, tombent amoureux et leur relation devient le moteur de l'intrigue. Pourtant cette romance ne fonctionne pas. Non seulement elle manque de profondeur émotionnelle, mais elle repose également sur des clichés prévisibles. Les événements dramatiques qui en découlent, comme la descente de Daenerys dans la tyrannie, sont rendus absurdes par l'absence d'une connexion véritable entre eux. D'ailleurs, ça m'amène très rapidement, c'est une petite parenthèse, à un autre problème des dernières saisons de Game of Thrones, tout particulièrement de la saison 8, j'en ai parlé d'ailleurs dans mes vidéos sur les incohérences de Game of Thrones, c'est que si dans les premières saisons, le déplacement des personnages, et même la manière dont les personnages communiquaient entre eux de région en région grâce au corbeau, ça prenait plusieurs épisodes. Voilà, pour qu'un personnage passe d'une région à l'autre, ça prenait parfois une saison, voire même 2 saisons. Si on prend par exemple le voyage d'Arya et le limier Sandor Clegane, de Port-Réal jusqu'à Vivzeg. Mais bon, dans la saison 8, voilà, en général, ça se fait même pas en quelques épisodes, ça se fait dans le même épisode, avec des corbeaux à turbo-réaction. Voilà, des corbeaux qui effectivement peuvent balancer des messages, quasiment, même pas d'un épisode à l'autre, mais d'une scène à l'autre. C'est quand même extraordinaire.
À ce niveau-là, ils ont même pas besoin de WhatsApp, là, les personnages. C'est effectivement, ça devient ridicule. Et tu sens encore une fois que les showrunners voulaient absolument accélérer le mouvement, autant que faire se peut, mais ça en devient juste ridicule. Et d'ailleurs, en parlant de ridicule, on va parler des intrigues abandonnées, puisque le plus frustrant dans tout ça, c'est la manière dont beaucoup d'intrigues majeures, surtout autour de Jon, ont été négligées ou même abandonnées. Bon déjà, la résurrection de Jon. Alors, pourquoi Jon a-t-il été ramené à la vie? La série ne donne jamais de réponse claire. Était-ce juste pour qu'il puisse tuer Daenerys? Enfin, je veux dire, si c'était son seul rôle, alors sa résurrection n'a aucune signification plus profonde. Ça n'a aucun sens. Il faut savoir que là où George Martin s'est arrêté dans ses livres, Jon est encore mort. Mais bon, selon toute vraisemblance, il devrait effectivement revenir à la vie, puisque bon, il y a pas mal de théories, j'en ai parlé dans mes vidéos de théorie Game of Thrones, hein, que je vous conseille très fortement d'aller regarder. La dernière chose que dit Jon avant de mourir, c'est fantôme, et donc on imagine tous que il va warguer avec ses capacités de change-peau dans son loup fantôme, et qu'à partir de là, il va reprendre vie. Voilà, bon, ça c'est, y a pas de souci. D'ailleurs, il me semble que la sorcière rouge Mélisandre l'a dit, hein, je crois qu'elle a eu un rêve qu'un homme se transformera en loup pour redevenir un homme, donc à la limite, là-dessus, il y a pas de souci. Mais voilà, il faut savoir que George Martin, c'est un grand fan de Tolkien. Généralement, on les compare tous les deux. S'il y a bien un truc, et on peut le voir dans toutes les interviews de George Martin où il parle de Tolkien, il a toujours été extrêmement frustré par la mort de Gandalf. Et pas forcément par la mort de Gandalf, mais surtout par le fait qu'il ressuscite. Voilà, ça l'a toujours extrêmement frustré, parce que d'après George Martin, normalement, lorsque l'on meurt, on meurt. Et si on doit revenir à la vie, on doit payer. Il doit y avoir quelque chose que l'on laisse derrière soi. Ça peut pas être gratuit, sinon après, bon voilà, en termes d'intrigue, alors tout le monde meurt, tout le monde ressuscite, et on finit avec une intrigue qui n'a ni queue ni tête, telle que Dragon Ball. Oui. Ceci était une petite crotte de nez à Dragon Ball, voilà, je ne suis pas à mon coup d'essai. Bon, et donc, même si on doit ressusciter quelqu'un, cette personne doit laisser une partie de son humanité derrière lui. D'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé avec Lady Stoneheart, Lady Cœur de Pierre, bien évidemment, là je parle de la résurrection de Catelyn Stark. Enfin bon bref, voilà, ça c'est une autre paire de gants. Mais donc, pour Jon, normalement, en principe, lorsqu'il revient à la vie, il est censé perdre quelque chose. Le problème c'est que là, il perd rien. Quand je dis perdre quelque chose, je pense que ça devrait être effectivement quelque chose de moral qu'il devrait perdre. Parce que justement, et je pense que là aussi, c'était dans les plans de George Martin, mais la première chose qu'il fait lorsqu'il reprend la vie, c'est tuer un enfant. Donc voilà, je pense que dans les plans de George Martin, Jon Snow devait peut-être avoir un petit arc vilain. Je pense, voilà. Le problème, c'est que dans la série, il n'y a pas ça du tout. Sa résurrection est totalement gratuite. Et au-delà de ça, une autre sous-intrigue autour de Jon qui est complètement botchée, si vous me permettez ce petit anglicisme, bah c'est sa véritable ascendante. Puisque la révélation que Jon est le fils de Rhaegar Targaryen et Lyanna Stark est l'un des moments les plus anticipés de la série. Pourtant, cette information capitale n'a aucune conséquence réelle, hormis provoquer la jalousie de Daenerys. Le potentiel dramatique de cette révélation est complètement gaspillé. Et c'est d'autant plus ironique que D&D, c'est-à-dire David Benioff et D.B. Weiss, les scénaristes, donc les showrunners, avaient été choisis pour adapter les livres par notre ami George Martin, précisément parce qu'ils avaient deviné la véritable ascendance de Jon. Parce que bon, pour ceux que ça intéresse, il faut savoir que D&D et George Martin avaient mangé ensemble dans un restaurant quelconque, je ne sais quoi. Bref, ils parlaient effectivement de la possibilité de D&D d'avoir les droits de la série de George Martin afin de pouvoir l'adapter en série. Au début, George Martin était loin d'être enchanté. Pour lui, sa série était inadaptable à l'écran et donc il était pas chaud. Il a décidé de faire passer un test à D.B. Weiss et David Benioff en leur disant « Bon, écoutez les mecs, vous êtes bien gentils, mais je vais vous poser une question. C'est très simple. D'après vous, qui est la mère de Jon Snow ?» Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on raconte, c'est les bruits de couloir. D.B. Weiss et David Benioff ont réussi le test en disant effectivement qu'il ne s'agit pas seulement de la mère de Jon Snow, mais également de son père, puisque effectivement là il s'agit de Rhaegar et de Lyanna Stark. C'était quand même assez fort pour eux à l'époque de l'avoir deviné. Bon. Et c'est à partir de là que George Martin a décidé, bon bah écoutez les mecs, vous êtes bons, vous êtes forts, je vous donne les droits de mon livre. C'est apparemment comme ça que ça s'est passé. Et justement, l'ironie du sort, c'est que finalement, la révélation de cette ascendance, bah ils en ont rien fait, nos amis D&D. C'est ça qui est un peu con. C'est grâce à cette révélation qu'ils ont eu le boulot, qu'ils ont eu le poste, qu'ils ont eu le job, mais finalement ils n'en ont rien fait. Je trouve ça vraiment hilarant si vous voulez mon avis, mais bref. Revenons à nos moutons, revenons à Jon Snow, à Jean Neige, qui avait autrefois un rôle crucial dans la lutte des marcheurs blancs et l'unification des royaumes. Bah malheureusement il est devenu un personnage sans but dans les dernières saisons. Son rôle se limite à exécuter Daenerys dans le dernier épisode, un acte qui, bien que significatif, ne signifie pas à justifier son parcours ou à donner du poids à son personnage. Et le fait que Jon soit finalement exilé au-delà du mur à la fin de la série n'est pas du tout une conclusion satisfaisante. En fait, ça ressemble davantage à une tentative désespérée de clore son arc sans lui offrir de véritables résolutions. Et la chute de Jon Snow symbolise parfaitement les défauts des dernières saisons. Un scénario bâclé, des arcs narratifs abandonnés et une exécution précipitée. Et en écrivant la fin avant de construire des événements qui y mènent, nos deux amis D.B. Weiss et David Benioff ont sacrifié la complexité et la profondeur de notre cher camarade Jean Neige
et ils l'ont transformé en un simple rouage d'une machine mal huilée. Parce que, encore une fois, les intrigues autour de Jon Snow, qu'il s'agisse de sa résurrection, de son héritage et de tout le team en fait, auraient pu faire partie des points les plus marquants de la série, mais malheureusement, en l'état, elle reste un immense gâchis. Et en parlant de gâchis, bien évidemment, on va embrayer directement avec Cersei Lannister. Alors, Cersei Lannister, c'est un des personnages les plus complexes et fascinants de Game of Thrones. Mais malheureusement, elle a connu une trajectoire qui illustre bien la chute qualitative de la série. Initialement subtile et calculatrice, elle est devenue, au fil des saisons, une caricature d'elle-même. Elle s'est faite, comme je l'ai déjà dit auparavant, flanderisée, sombrant dans un manichéisme qui ne rend pas justice à son écriture initiale. Puisque, au départ, Cersei était une antagoniste nuancée. Ses actions, bien que souvent terribles, étaient motivées par une logique compréhensible. Protéger sa famille et maintenir son pouvoir. Elle incarnait une ambiguïté morale qui a fait le succès de la série. Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. En général, dans Game of Thrones. Et même lorsqu'elle faisait quelque chose d'abominable, comme manipuler les gens ou condamner ses ennemis, il était possible de comprendre ses motivations, voire d'éprouver de l'empathie pour le personnage. Cependant, à partir de l'explosion du grand septuaire de Baelor, un acte que beaucoup trouvent cool en surface, et c'est le cas, hein, grâce à la musique de mon Eri Ramin Djawadi, ça reste quand même un move de méchant de James Bond, quoi. À partir du moment où tu balances des bombes nucléaires sur des temples dans un univers de fantasy, ça commence effectivement à faire mal, quoi. C'est une destruction massive qui, bien que visuellement impressionnante et musicalement, on va le dire, fascinante, hein. Encore une fois, Ramin Djawadi, force à toi frérot, ça marque un tournant, où Cersei cesse d'être la femme rusée et machiavélique que nous connaissions avant, et est devenu un archétype de méchante bande dessinée, qui en réalité nous rappelle plus Lex Luthor que la reine intrigante qu'elle était censée être. Et l'un des aspects les plus frustrants de cette transformation est la manière dont elle brise les fondements même de Game of Thrones, puisque la série s'est toujours targuée d'être d'un réalisme émotionnel à toute épreuve, et d'ailleurs aussi d'un réalisme narratif à toute épreuve, hein, soit dit en passant. Les intrigues politiques et personnelles de Cersei, souvent complexes, s'effacent malheureusement à partir de la saison 6, 7, 8, au profit de décisions sentimentalistes. Exploser une partie de sa propre ville à coups de feu joie, même si c'est pour éliminer ses ennemis, semble contre-productif et incohérent avec son obsession pour le pouvoir et la survie. Et à partir de ce moment justement, Cersei est réduite à une simple figure du mal, agissant de manière impulsive et irrationnelle. La nuance de ses actions précédentes, qui rendait ses machinations si captivantes, est complètement effacée. Et d'ailleurs, la mort de Cersei est un autre point de connerie absolue, puisque après des saisons de manœuvres politiques complexes et d'axes terrifiants, elle meurt d'une manière incroyablement anticlimatique. Elle se voit effectivement écrasée par un tas de briques, avec Jaime à ses côtés d'ailleurs aussi. Et c'est d'autant plus con parce que, en général, dans la fiction, les morts causées par des effondrements de bâtiments ou des effondrements de pianos ou de tas de briques sur les personnages, ça fait partie des tropes les plus paresseux et les moins satisfaisants dans les récits modernes. Ce choix de mort pour Cersei n'offre aucune conclusion cathartique ni émotionnelle. Cersei, qui avait été l'un des piliers narratifs de la série, mérite une fin au moins à la hauteur de son personnage. Et cette scène censée être tragique tombe complètement à plat encore une fois. Bon allez, on passe à l'un de mes personnages préférés de la série, bien évidemment, Sandor Clegane, The Hound, dit le Limi. Évidemment, c'est un personnage emblématique de Game of Thrones. Il est brutal, complexe, poignant aussi. Et il incarnait à ses débuts une vision sombre et cynique de ce monde brutal, et du monde des chevaliers également, puisqu'il avait une vision, on va dire, très négative, hein, de la figure du chevalier, justement parce que son frère, qui est un monstre absolu, est un chevalier. Pourtant, à mesure que la série avance, son arc narratif perd toute direction claire, transformant ce personnage fascinant en un outil de fanservice. Puisque, après sa défaite contre Brienne et sa survie miraculeuse, il semblait que la série avait trouvé une excuse pour le ramener, mais sans réelle idée de ce qu'il devait accomplir. Son retour est principalement motivé par la popularité du personnage, un écart flagrant par rapport à l'esprit initial de la série, où chaque décision narrative semblait pesée et calculée. Puisque à Westeros, à la base, les personnages avaient une fin logique lorsqu'ils avaient accompli leur rôle dans l'histoire. Dans le cas de Sandor Clegane, au lieu de le laisser partir avec une conclusion poignante ou un destin cohérent, les scénaristes choisissent de prolonger son temps à l'écran simplement parce que les fans l'apprécient. Et attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je sais que dans le livre, même si effectivement il est techniquement mort dans le livre, il y a quand même pas mal d'énormes indices qui nous font penser qu'il est encore vivant, parce qu'il me semble qu'à un moment donné, on voit une espèce de fossoyeur en fait, on le voit enterrer des gens. Et ce personnage, encore une fois, est grand, on ne voit pas son visage, il boite, et on sait que la dernière fois qu'on a vu Sandor Clegane, il avait un problème à la jambe, et en plus de ça, il y a une espèce de cheval qui est pas loin de lui, en tout cas dans la région où il a été vu, ce fossoyeur, et ce cheval n'est nul autre qu'étranger. Alors étranger qui c'est? Eh bien, c'est le cheval de Sandor Clegane. Et d'ailleurs, je sais pas si on dit directement que ce cheval c'est l'étranger, mais en tout cas, on sait que c'est étranger, parce qu'étranger a la particularité d'être extrêmement agressif envers tout le monde, sauf Sandor Clegane, et il est dans le coin où on a vu le fossoyeur. Donc, selon toute vraisemblance, le personnage
personnage est encore vivant dans le livre, même si techniquement parlant et officiellement parlant, il est mort. Donc c'est là où on va me dire, ouais mais ok Yaji, pourquoi tu dis qu'il n'aurait pas dû revenir alors que dans le livre, selon toute vraisemblance, il est encore vivant? Bah en fait, le truc c'est que je sais pas ce qu'était censé en faire George Martin, peut-être qu'on le saura, peut-être qu'on le saura pas, je pense qu'on le saura pas parce que je serais quand même étonné que George Martin termine ses livres, je serais content qu'il le fasse, mais voilà. Selon toute vraisemblance, il ne le fera pas. Je pense très honnêtement qu'il n'allait pas en faire grand chose. Je pense qu'en fait, c'était plus peut-être un clin d'œil pour dire, ouais, regardez, il est là. Peut-être une espèce de fuel la théorie, afin que les gens puissent dire, oh, regardez, Sandor Clegane est vivant. Mais très honnêtement, je vois pas encore ce qu'il aurait pu rajouter à la série de Sandor Clegane. Il aurait pu peut-être rajouter quelque chose de très particulier. D'ailleurs, j'en parlerai lorsque je taclerai Arya. Mais bon, et même si effectivement George Martin avait choisi de le développer, je pense qu'il l'aurait développé de manière beaucoup plus intéressante que ce qu'a fait D.B. Weiss et David Benioff. Donc là, à la limite, je ne débattrai pas. Et là aussi où je débattrai pas, c'est la bataille des Clegane, le fameux Clegane Bowl. Alors, la confrontation tant attendue entre Sandor et son frère, surnommé Clegane Bowl par les fans, en référence au Super Bowl, ça illustre parfaitement la dérive de la série. Alors oui, voir les deux frères s'affronter, c'était un fantasme pour beaucoup, moi aussi, mais la fameuse scène de duel entre les Clegane symbolise tout ce qui cloche dans les dernières saisons. Donc on voit deux personnages qui sont revenus littéralement d'entre les morts, qui livrent bataille en haut d'une tour en ruine, et en dessous d'un dragon déchaîné qui détruit la ville en arrière-plan. Et tout ça, ça ressemble plus à une scène sortie d'un film de super-héros, ou d'une séquence de boss dans le dernier Final Fantasy, mais c'est, voilà, totalement dépourvu de la subtilité et de la profondeur émotionnelle qui caractérise Game of Thrones. Moi aussi je le voulais, mon Clegane Bowl, mais je voulais quelque chose de beaucoup plus fort émotionnellement parlant. Et le problème c'est que Sandor Clegane est passé de personnage tragique à simple figure d'action. Autrefois c'est un personnage riche en subtilité, dont le cynisme cachait une humanité profonde, et ses interactions avec Arya, et son rejet du concept de la chevalerie, à travers le fait que son frère Gregor Clegane, qui est, on va dire, la pire pourriture de Westeros, soit un chevalier, bref, on comprend. Et ça faisait de lui une espèce d'anti-héros, un espèce d'anti-vilain assez captivant. Mais à la fin, comme la plupart des autres personnages, il se retrouve à être réduit à une simple machine à tuer, dont le seul but est de livrer un duel spectaculaire avec son zombie de frère. Et encore une fois, même dans son moment final, lorsqu'il affronte son frère Gregor, ça manque totalement de subtilité. Et bien qu'il soit logique qu'il veuille se confronter à la montagne, la manière dont cela est présenté manque cruellement d'émotion ou même de profondeur. Le combat est une caricature hollywoodienne, un espèce de divertissement visuel sans le moindre impact narratif. Après, c'est vrai que c'est sympa, le fait que pour gagner, entre guillemets, son duel face à son frère, il doit se précipiter dans les flammes avec lui. C'est quand même sympa, en termes symboliques, je trouve ça sympathique, mais à la limite, dans ce combat, il n'y a que ça que je trouve sympathique. Même la confrontation et la chorégraphie, c'est un peu chiant. En fait, il faut comprendre que la plupart des combats des Game of Thrones, même ceux qui sont très bien chorégraphiés, comme par exemple le duel entre Gregor Clegane et Oberyn Martell, sont très mal montés, si vous voulez mon avis. Si on prend le combat entre, justement, la montagne et la vipère, même si on sent que Pedro Pascal s'est beaucoup entraîné au niveau de la chorégraphie et au niveau du maniement de la lance, le souci, c'est que c'est trop coupé. Toutes les secondes, ça coupe. Ça coupe au niveau du montage, et c'est super difficile à comprendre. C'est super difficile à suivre un peu le combat. Ça coupe. Il y a trop de cuts. C'est compliqué. Et le pire dans tout ça, c'est le combat entre les filles, justement, de Oberyn Martell et Euron Greyjoy, sur le bateau, là, où il tue d'ailleurs, je crois, une ou deux des sœurs Sand. C'est complètement imbuvable. J'ai dû voir le combat au moins 5 fois, je n'ai rien compris à ce combat. C'est trop cuté. Et c'est exactement ce qui se passe avec le dernier combat entre la montagne et Sandor Clegane. Le combat est trop cuté. Ce qui fait que c'est très difficile à suivre. Et donc, pour boucler l'histoire du limier, ce personnage méritait une fin beaucoup plus introspective, beaucoup plus en accord avec ses luttes internes. Sandor Clegane, ce n'est pas juste qu'un guerrier brutal, c'est un homme qui, à la base, était en quête de paix dans un monde sans répit. Et plutôt que de lui offrir une conclusion qui explore cette quête, la série le sacrifie sur l'autel de la surenchère et du fanservice. Bon, on parlait des fans, on va parler de l'un des personnages les plus appréciés des fans, bien évidemment. Là, il s'agira de Tyrion Lannister, évidemment, qui était autrefois l'un des personnages les plus brillamment écrits de Game of Thrones, et qui symbolise, à lui seul encore une fois, le déclin narratif des dernières saisons de la série. Il passe, on va le dire très simplement, de stratège rusé, capable de manipuler n'importe quelle situation selon ses besoins, à un homme stupide, souvent dépassé et très naïf. Et, encore une fois, son parcours reflète la descente de la série dans des clichés et dans les incohérences. Si on devait revenir au prime de Tyrion, c'est-à-dire les premières saisons, on voit que Tyrion est un personnage vraiment extrêmement bien écrit. Il a le verbe haut, il est plein d'autodérision, il est incroyablement intelligent, il navigue dans le chaos de Westeros avec une ruse et une gouaille impressionnante, il comprend la nature des jeux de pouvoir, il évite les pièges qu'on lui tend et survit non pas grâce à ses muscles ou ses armes, mais grâce à son esprit.
Et d'ailleurs, la bataille de Blackwater, la bataille de la Nera dans la saison 2, est un exemple classique de sa grandeur. Non seulement il conçoit le plan qui sauve Port-Réal, mais il motive également les troupes alors que personne d'autre n'ose le faire. Sa compréhension du jeu politique dans les saisons 1 à 4 est inégalée, et même lorsqu'il est jugé pour le meurtre de Geoffrey, il tient tête à ses accusateurs avec son esprit tranchant et son honnêteté extrêmement brutale. Sauf que, malheureusement, à partir de la saison 4 et de la saison 5, et lorsqu'il rejoint Daenerys, eh bien, Tyrion, voilà, on va dire qu'il perd à peu près 40 points de QI. Alors que lui, qui était autrefois un génie de la stratégie, est devenu étrangement incompétent, étrangement naïf, étrangement passif. À tel point qu'on se demande si les showrunners l'ont intentionnellement saboté. Bon déjà, on va commencer avec le truc le plus évident, c'est ces tentatives des plus absurdes de raisonner avec Cersei. Puisque Tyrion, qui a passé des saisons à expliquer pourquoi sa sœur est totalement irrationnelle, impitoyable et impossible à raisonner, passe pourtant les 2 dernières saisons à croire qu'il peut négocier avec elle. Il l'essaie à plusieurs reprises malgré ses échecs constants, comme s'il avait soudainement oublié ce qu'il savait d'elle. Et évidemment, ça ne fonctionne pas, puisque Cersei déteste Tyrion plus que tout. Elle le blâme pour la mort de sa mère, pour la mort de son père, et la mort de ses enfants. Donc forcément, elle lui voue une haine viscérale. C'est incompréhensible. Et donc par là même, il est incompréhensible que Tyrion, pourtant censé être très intelligent, pense pouvoir raisonner avec elle. Au-delà de ça, Tyrion prend pas mal de décisions tactiques assez douteuses. Son plan d'aller chercher un mort-vivant à l'autre bout de la terre, au-delà du mur, pour finalement revenir à Port-Réal pour le montrer à Cersei, c'est totalement risible. Et lors de la bataille contre les marcheurs blancs, il suggère de cacher femmes et enfants dans des cryptes remplies de cadavres, contre une armée qui ressuscite les morts. C'est complètement fou. D'ailleurs, tellement stupide que même Peter Dinklage himself, on parle là de l'interprète de Tyrion, a lui-même dit dans une interview qu'il trouvait ça absolument ahurissant de stupidité. Enfin bref. Et le problème principal avec Tyrion, c'est que c'est un personnage protégé par l'intrigue. Et là, ça pose problème. Parce que Game of Thrones, à la base, c'est un monde où les erreurs se payent cher, se payent cash. Robb, je pense, pourra effectivement en dire autant, mais malheureusement, Tyrion semble miraculeusement immunisé à cela. Ses mauvaises décisions ne viennent jamais lui mordre les fesses, et pire encore, il est constamment récompensé pour sa connerie. Par exemple, après avoir conseillé Daenerys de manière catastrophique, et après avoir manqué à plusieurs reprises de la faire tuer, il finit par devenir la main du roi, encore une fois. Et malgré ses multiples échecs, personne ne remet sérieusement en question ses compétences, ce qui est absurde dans un univers aussi impitoyable que Westeros. Et ça contraste fortement avec le Game of Thrones des débuts, où chaque décision avait des conséquences graves. Et on va pas se mentir, l'écriture de Tyrion à partir de la saison 4 et la saison 5 est en décalage avec le personnage d'origine. Et encore une fois, c'est pas seulement qu'il fait des erreurs qui posent problème avec Tyrion, c'est que ces erreurs vont à l'encontre de tout ce que son personnage représentait. Le Tyrion des premières saisons était un survivant rusé, conscient de ses limites et de la nature des gens qui l'entouraient. Le Tyrion des dernières saisons est une caricature naïve de lui-même. Et encore une fois, on a entre les mains un gâchis monumental. Tyrion Lannister, qui aurait dû rester l'un des esprits les plus brillants de Westeros, en est réduit à un rôle de figurant malhabile dans les dernières saisons de la série. Ce déclin reflète parfaitement les problèmes d'écriture de la série, où des personnages autrefois riches et complexes sont sacrifiés sur l'autel de on va très vite jusqu'à la fin de la série, ce que voulaient D.B. Weiss et David Benioff. Et même si Peter Dinklage livre toujours une performance relativement magistrale, le personnage de Tyrion méritait un traitement bien meilleur. Et plutôt que de devenir une victime de l'incohérence globale de la série, Tyrion aurait dû continuer à briller comme l'un des piliers absolus de l'univers de Game of Thrones. Bon allez, on passe à la suite. Euron Greyjoy. Alors, notre ami Euron Greyjoy est un personnage qui semble tout droit sorti d'une série différente, et je dirais même plus, tout droit sorti des années 80. Faut le voir avec son espèce de veste de biker, c'est quand même complètement lunaire, ce personnage. Non seulement il est introduit trop tardivement, mais son rôle et son développement manquent cruellement de profondeur, ce qui en fait l'un des éléments les plus déroutants et superflus des dernières saisons. Parce que déjà, il faut savoir que Euron Greyjoy, dans les livres encore une fois de George Martin, c'est un personnage que l'on nous voit introduit relativement tôt dans l'intrigue. C'est un personnage qui est extrêmement fascinant, c'est un méchant, là-dessus il n'y a pas de souci, mais il a un côté très mystérieux, il a un équipage de muets, puisqu'il a coupé la langue de tous les membres de son équipage, il est l'un des seuls à être allé dans les ruines de Valyria, il a un côté effectivement un peu horreur cosmique, il a vu des vérités que la plupart des humains ne peuvent même pas imaginer, ne peuvent même pas conceptualiser. Voilà, c'est un gars bizarre, le Euron Greyjoy. C'est censé être une espèce de méchant tout droit sorti d'un livre de Lovecraft. Le problème, c'est que dans la série, Euron n'arrive que dans la saison 6, bien après que la série ait établi ses principaux antagonistes. Et alors que Game of Thrones avait jusque-là excellemment présenté ses méchants qui étaient complexes et terrifiants, comme Joffrey, Baratheon et Ramsay Bolton, Euron, lui, n'apporte rien de comparable. Déjà, il est extrêmement générique. Contrairement à ses prédécesseurs, qui avaient des motivations claires et des personnalités complexes, Euron est un méchant
par défaut, entre guillemets. Il est cruel et arrogant, mais ses actes semblent manquer de véritable but ou même d'impact sur l'intrigue principale. Et là où les Bolton et les Lannister influençaient directement les événements majeurs de la série, Euron reste en périphérie, intervenant seulement pour ajouter un peu de chaos. Et en fait, le problème de Euron, c'est que c'est un personnage qui ne trouve pas sa place. Euron ressemble à un personnage importé d'une autre série, ou d'un univers pirate un peu à la Pirate des Caraïbes. Et il y a un ton dissonant avec ce personnage, puisque Game of Thrones, c'est à la base une série qui se voulait sombre et réaliste. Sauf que Euron apporte un ton presque comique. C'est un méchant exagéré, un peu over the top, un peu cabotineur, avec des lignes de dialogue forcées, un peu ridicules, un peu nanardes, des actions absurdes qui ne correspondent pas du tout à l'ambiance établie de la série. Je veux dire, moi, à partir du moment où j'ai entendu l'histoire de Finger in the Bum, j'ai compris que le mec c'était juste Nanarland. Il semble avoir été ajouté simplement pour maintenir une certaine tension après la mort de Ramsay Bolton, mais sans jamais vraiment pouvoir se hisser au niveau des antagonistes les plus mémorables de la série. En plus, il fait pas ça, enfin j'en ai beaucoup parlé dans mes vidéos sur les incohérences de Game of Thrones, mais le fait que Euron Greyjoy débarque d'une saison à l'autre, un peu de nulle part, avec une flotte de quasiment, je crois, 500 ou 1000 bateaux, enfin c'est complètement fou. Surtout qu'on voit que les îles de fer sont totalement dénuées d'aucun arbre, d'aucun tronc d'arbre, il n'y a rien du tout. Comment tu fais pour générer, je crois, 500 ou 1000 bateaux, je sais plus exactement sa flotte. C'est complètement fou, quoi. Et encore une fois, là où chaque antagoniste marquant de la série Game of Thrones avait des objectifs clairs, eh bien, Euron semble errer dans la série sans véritable but. Bon, déjà, effectivement, il y a son obsession pour Cersei, qui fait pas vraiment sens, puisque sa quête pour séduire Cersei est difficile à prendre au sérieux. Elle manque de profondeur politique ou émotionnelle, alors que ça caractérisait les autres intrigues amoureuses de la série, même si, bon, c'est pas vraiment une intrigue amoureuse. Et même son conflit avec les Greyjoy, c'est-à-dire sa rivalité avec Yara et Théon, bien qu'elle soit prometteuse au début, n'est pas du tout exploitée. Même si c'est une tentative évidente de prolonger la storyline des Greyjoy, ça n'a techniquement parlant et concrètement rien fait pour vraiment approfondir leur histoire ou même expliquer leur importance dans le conflit global. Euron, au final, sert surtout à justifier des affrontements spectaculaires, mais ces scènes ne parviennent vraiment pas à compenser son manque de substance en tant que personnage. On parlera même pas d'ailleurs de son excuse vraiment ultra stupide de duel avec Jaime à la toute fin, puisque son affrontement avec Jaime Lannister, avant la mort de ce dernier, est un ajout inutile et maladroit, qui ne sert qu'à donner à Jaime un dernier combat. Vraiment stupide d'ailleurs. On comprend même pas vraiment pourquoi Euron Greyjoy veut absolument tuer Jaime, quoi. C'est complètement stupide. D'ailleurs, lors de l'avant-dernier épisode, Euron et Jaime Lannister se retrouvent dans la mer, et donc ils reviennent sur la terre ferme, mais comme par hasard, ils tombent l'un sur l'autre. Enfin, c'est super forcé, alors que pourtant, ils auraient pu effectivement revenir sur la terre ferme à 100 endroits différents, mais il fallait qu'ils se tombent dessus et qu'ils se mettent à se battre sans aucune raison, quoi. Et si Ramsay Bolton, Tywin Lannister, Joffrey Baratheon, Roose Bolton restent des figures marquantes dans la série par leur complexité et leur impact sur l'intrigue, Euron, lui, est rapidement oublié, perdu dans les méandres d'un scénario qui, à ce stade, ne sait absolument plus où aller. C'est dommage. Bon, allez, on passe à Jaime Lannister, qui est sans conteste l'un des personnages les plus fascinants et complexes de l'histoire de Game of Thrones. Dès le début, il incarne une dualité captivante. Jaime Lannister est un homme à la fois honorable et prêt à commettre, dans le même temps, des actes moralement très répréhensibles pour ceux qui l'aiment. Malheureusement, son développement minutieux et nuancé est complètement annihilé, et c'est le cas de le dire, dans les dernières saisons par une écriture qui trahit totalement son évolution. Bon déjà, Jaime commence la série comme un méchant, entre guillemets, assez apparent et assez manichéen. Dès le premier épisode, il balance Bran Stark, alors qu'il est tout petit, par la fenêtre pour protéger sa liaison incestueuse avec Cersei, qui est donc un acte impardonnable. Et le truc, c'est que cette introduction est trompeuse, puisqu'elle masque une vérité plus profonde. Bon déjà, le fardeau du Kingslayer, le fardeau du régicide, puisque Jaime est méprisé pour avoir tué le roi fou Aerys II, donc le Mad King, en lui plantant son épée dans le dos. Mais son acte était en réalité héroïque, puisque au moment où Jaime tue le Mad King, il voulait effectivement cramer toute la ville. Donc Jaime a en fait sauvé des milliers de vies, sachant qu'il sacrifierait son honneur pour cela. Et cette dualité, c'est-à-dire être jugé négativement pour un acte qu'il a fait et qui était honorable, définit son personnage. Et la rédemption de notre ami Jaime était censée se passer à travers Brienne, puisque sa relation avec Brienne de Tarse symbolisait sa quête de rédemption, puisque Brienne voit au-delà de l'image publique de Kingslayer, de régicide de notre ami Jaime, et l'encourage à devenir un homme meilleur, ce qui alimente son désir de s'éloigner de Cersei et de la corruption qu'elle incarne. Mais malheureusement, dans les dernières saisons, l'arc de Jaime est brutalement renversé, annulant des années de développement, puisque à la fin de la saison 8, Jaime partage une nuit avec Brienne, dans ce qui devrait être une culmination émotionnelle de leur lien et de leur développement de personnage, pourtant il la quitte immédiatement après, brisant son cœur et trahissant son propre développement. Cet acte ne sert qu'à justifier un retour
complètement superficielle vers Cersei, ce qui va à l'encontre de sa quête de rédemption et de sa prise de distance avec sa sœur qui représente justement le mal absolu. Et donc son retour à Cersei est présenté comme inévitable, ça contredit l'idée qu'il a évolué, le Jaime, au-delà de cette dépendance toxique à sa sœur. Et au lieu d'affronter ses sentiments ou de faire un choix significatif pour son développement, eh bien Jaime au contraire régresse complètement. À la fin, Jaime meurt de manière totalement anticlimatique avec Cersei, écrasé sous les décombres du Donjon Rouge. Et cette fin efface toute possibilité de résolution symbolique ou thématique, parce que, bon, pour ceux qui ont lu les livres, d'ailleurs, c'est un peu dit dans la série, mais pas jusqu'au bout, lorsque Cersei était petite, elle croisera la route d'une certaine Maggie la Grenouille. Alors, qui est cette Maggie la Grenouille? Eh bien, c'est une voyante, elle voit le futur, et elle a vu le futur de Cersei, et elle lui dira effectivement, sans embâche, mais de façon assez cryptique, qu'elle enterrera tous ses enfants, et que le Valonqar finira par l'étrangler. Alors, le Valonqar, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il me semble que c'est du haut valyrien, je crois, hein, c'est du valyrien, et ça veut dire le petit frère. Donc forcément, ça explique pourquoi Cersei a toujours détesté Tyrion Lannister. Elle a toujours estimé que c'était lui qui allait la tuer. Bon, ok, le problème c'est que Jaime lui aussi est son petit frère. Puis bon, puisque, ok, ils sont jumeaux, mais Jaime est né un peu avant Cersei, ce qui fait que c'est le petit frère, hein, techniquement de quelques secondes ou de quelques minutes, de Cersei. Et donc, ça aurait été quand même sympa, symboliquement parlant, que finalement ce soit Jaime qui tue sa sœur, montrant symboliquement que justement, il est allé au-dessus d'elle et qu'il a compris que, sa relation avec elle était extrêmement toxique. Donc voilà, bon, malheureusement, ça ne va pas du tout dans cette direction-là, alors que pourtant c'était évident. Mais le pire dans l'évolution de Jaime, c'est l'une de ses répliques dans l'épisode final, hein. Il me semble l'épisode 2 ou 3 de la saison 8, où effectivement il dit « Pour être honnête, je me suis jamais vraiment soucié des innocents, qu'ils soient coupables ou non, je m'en fous, qu'ils soient innocents ou non, moi je m'en fous des innocents. » Ce qui est quand même assez fort de café. On va dire cette déclaration est une insulte à tout ce que Jaime est censé représenter. Son meurtre du Mad King du roi fou Aerys II était motivé par justement sa volonté de sauver des innocents. La série semble ignorer ou même méconnaître son propre matériau source. C'est quand même fou. Faudrait demander effectivement à D.B. Weiss et David Benioff de regarder cette petite série qui s'appelle Game of Thrones, parce qu'on croirait effectivement parfois qu'ils n'ont pas vu leur propre série. Et ça crée une dissonance flagrante entre ce que Jaime a montré dans les premières saisons et ce qu'il est devenu dans la conclusion. Et je le répète, Jaime aurait pu avoir une fin beaucoup plus significative. Bon déjà, je pense qu'on est beaucoup à penser qu'il aurait dû tuer Cersei, bouclant ainsi son arc en choisissant l'honneur sur l'amour toxique qu'il voue à sa sœur. Et ce choix aurait solidifié sa rédemption et donné un sens à son parcours. Et au final, il aurait pu même mourir de façon un peu héroïque en protégeant des innocents, renouant ainsi symboliquement avec la raison pour laquelle il a tué Aerys, le roi fou, le Mad King. Ça aurait renforcé l'idée qu'il est prêt à tout sacrifier pour les autres, même sa vie. Son honneur, c'est une chose, mais sa vie, c'en est une autre. Et donc, le traitement de Jaime, dans les dernières saisons, reflète un autre problème, et il y en a beaucoup dans l'écriture des dernières saisons de Game of Thrones, c'est qu'au lieu de s'appuyer sur le développement organique des personnages, nos amis les deux showrunners ont choisi de forcer les intrigues afin d'atteindre une fin prédéterminée à l'avance, même si ça signifiait effectivement ignorer des années de construction narrative. Et Jaime Lannister, un personnage défini par sa complexité, en est réduit à un simple outil scénaristique. Et sa mort n'est pas juste le reflet d'un choix héroïque ou d'une conclusion thématique, mais seulement d'une écriture bâclée et, on va le dire, précipitée. Bon, allez, on va revenir un peu avec les Stark en parlant de Sansa Stark. Alors Sansa Stark, c'est l'un des personnages les plus polarisants des dernières saisons de Game of Thrones. Après des débuts où elle était souvent victime des événements, son évolution en une leader politique forte aurait pu être une victoire narrative. Ça c'est sûr. Malheureusement, l'écriture est maladroite, et pas mal de moments, je sais pas si on peut dire problématiques, mais en tout cas discutables, ternissent ce potentiel. Déjà au début, Sansa commence la série comme une jeune fille naïve, rêvant de contes de fées et de chevaliers, hein. D'ailleurs comme la plupart des Stark, elle représente un cliché de l'univers de fantasy. Ned Stark, c'est un peu le seigneur plein d'honneur. Jon Snow, c'est le bâtard royal à la Fitz chevalerie. Robb Stark, c'est limite le héros de shonen. Bon, Arya, c'est, d'ailleurs on en parlera un peu plus tard, c'est la princesse rebelle. Et Sansa, c'est la princesse Disney de base qui rêve de contes de fées, de chevaliers et de beaux princes à épouser. Sauf qu'au fil des saisons, elle endure des tragédies terribles, elle devient plus résiliente, apprend à frayer avec la réalité qui est souvent sombre, et à naviguer dans les eaux troubles de la politique westérosienne. Et en théorie, sa transformation en une dirigeante rusée et indépendante est satisfaisante, mais l'exécution malheureusement laisse à désirer, et pas qu'un peu. Parce que déjà, elle est bien souvent passive, elle prend des décisions extrêmement stupides, comme le fait de dire à absolument tout le monde que son frère, Jon Snow, est en fait son cousin, et qu'il est le vrai héritier de la couronne, alors que justement, c'était pas le moment de le dire, et d'ailleurs, Jon Snow lui a demandé de pas le dire, mais aussi et surtout,
L'un des moments les plus controversés de Sansa, ça se produit dans une conversation avec Sandor Clegane, le limier, dans la saison 8, où elle dit, lorsque Sandor s'excuse pour tout ce qu'elle a vécu, quand même, elle s'est faite quand même bien torturée par Joffrey et surtout par Ramsay Bolton, puisqu'elle s'est faite V, on va pas se mentir, voilà. Eh bien, elle répond à Sandor Clegane, la Sansa, que si elle n'avait pas vécu tout ça, elle serait pas devenue ce qu'elle est aujourd'hui, donc finalement, c'est stylé de s'être fait V. Bon, pourquoi pas. Le problème, c'est que c'est un peu con. Parce que cet échange suggère que Sansa apprécie d'avoir traversé des abus et des souffrances parce que ça l'a rendue plus forte. C'est une déclaration vraiment maladroite et presque insensible, surtout compte tenu des expériences traumatiques qu'elle a endurées, notamment les abus de Ramsay Bolton, notamment. Et ça envoie un message un peu, bon, picota, que le traumatisme est une étape nécessaire pour la croissance personnelle. C'est un trope malvenu et je trouve assez simpliste. L'idée qu'une survivante puisse tirer des leçons de ses expériences négatives, c'est très valable, c'est valable, plus que ça. Mais la manière dont la scène est formulée donne l'impression qu'elle valorise ses abus et qu'elle les justifie, alors que non, justement. Et cette scène illustre, encore une fois, le manque de subtilité des showrunners dans la représentation des personnages, qu'ils soient hommes ou femmes, et des survivants de séquences traumatiques et d'événements difficiles et sombres. Parce qu'à la fin, c'est limite si elle te dit pas « Ouais, j'ai kiffé me faire V parce que maintenant, je suis une meuf badass ». C'est un peu con, quoi. Et encore une fois, comme je l'ai déjà dit, Sansa joue également un rôle clé dans la chute de Daenerys en révélant le secret de Jon Snow, c'est-à-dire sa véritable ascendance en tant qu'héritier légitime du trône de fer. Elle le révèle à Tyrion, malgré le promesse qu'elle a faite à son frère Jon Snow, ou à son cousin maintenant, de garder le silence. Et ce choix de Sansa semble être en contradiction avec son évolution en une stratège politique prudente et rusée. Elle sait que ce secret est extrêmement dangereux, mais elle le révèle à quasiment tout le monde pour des raisons qui ne sont jamais vraiment pleinement expliquées. Et ça alimente les conflits qui mènent à l'effondrement final de Daenerys et les tensions inutiles entre Jon et ses alliés. Et l'acte de Sansa semble davantage conçu pour faire avancer l'intrigue que pour correspondre à sa caractérisation, ce qui trahit son développement. Parce qu'effectivement, on sait que Sansa n'aime pas trop Daenerys, mais de là à tout baiser comme elle l'a fait, bon, j'allais dire il y a qu'un pas, mais bon, il y a plus qu'un pas. Et au-delà de ces petits moments de conneries absolues, Sansa est devenue un personnage unidimensionnel dans les dernières saisons, comme la plupart des autres personnages d'ailleurs. Ses intrigues personnelles, ses luttes internes et ses relations sont largement mis de côté, oubliées, au profit de son rôle de Reine du Nord. Et si l'intention était de montrer Sansa comme une dirigeante indépendante et calculatrice, cela aurait pu être mieux fait, en soulignant ses qualités de diplomate et survivante, sans trahir les éléments fondamentaux de sa personnalité. Et Sansa, qui aurait pu être un exemple brillant de croissance et de résilience face à l'adversité, au lieu de cela, on se retrouve avec un personnage qui est entaché par des dialogues maladroits et des choix narratifs plus que douteux. Ces moments problématiques comme sa justification des abus et sa trahison du secret de Jon laissent un goût amer. Son ascension sur le trône du Nord est une victoire symbolique certes, mais le chemin pour y parvenir est trop marqué par des décisions incohérentes et d'ailleurs tellement incohérente que c'en est pas satisfaisant, et au final Sansa méritait mieux. Et bon, on parlait de la grande sœur, maintenant on va parler de la petite sœur. Alors Arya Stark, à la base c'est un personnage relativement fascinant, qui malheureusement devient dans les dernières saisons une figure qui divise, puisqu'elle est synonyme de pas mal des problèmes majeurs de la série. Et bien qu'elle ait été appréciée par beaucoup, son évolution soulève pas mal d'incohérences flagrantes, et de décisions narratives plus que discutables qui ternissent son impact. Bon déjà, au début de la série, Arya est une jeune fille brisée par les tragédies, et qui a décidé de se venger. Sa quête d'apprentissage du combat auprès de maîtres variés, tels que Syrio Forel, les sans-visage de Jaqen H'ghar, tout ça c'est assez logique et c'est engageant. Malheureusement pour nous, cette trajectoire crédible dérape lorsque la série commence à lui attribuer des capacités quasiment surnaturelles et un plot armor, une armure en scénario totalement démesurée. Sa formation à Braavos promettait une exploration plus nuancée de ses talents d'assassin, mais elle devient finalement une machine à tuer complètement invincible. Bon déjà par exemple, elle survit à des coups de couteau mortelle dans les intestins sans réelle explication, et d'ailleurs elle saute juste après dans l'eau des égouts, donc normalement elle est morte, la meuf, elle est morte même 3 fois de suite, puisque non seulement elle s'est pris 1 milliard de coups de couteau mortels dans l'abdomen et dans les intestins, mais en plus, en principe, ses plaies auraient dû être infectées par l'eau des égouts. Enfin, je veux dire, c'est un truc de ouf. Et au-delà de ça, elle élimine les frais en 3 secondes chrono, de manière, on va dire, spectaculaire, mais vraiment peu crédible. Elle empoisonne une salle entière. Et même au-delà de ça, on la voit effectivement faire jeu égal, et même plus, avec Brienne de Tarse, alors que pourtant, elle est censée être une assassin, pas une guerrière, en fait. Elle est forte, effectivement, en ce qui concerne le fait de taper dans le dos, ou de planter des poignards dans la nuque, ou d'empoisonner, comme un tueur sans visage est censé l'être, mais en principe, la meuf, c'est pas Conan le barbare. Et pourtant, elle met à l'amende Brienne, c'est quand même fou. Et bien sûr, l'une des scènes les plus lunaires de cette saison 8, eh bien, c'est le fait que Arya tue le Night King. Bon, voilà, hein. C'est sans doute l'un des moments les plus controversés de la série. Bien qu'impressionnant visuellement, quoique, ce choix narratif pose pas mal de problèmes, on va pas se mentir, je rigole déjà parce que c'est assez fou, quoi. Bon déjà, le manque de construction narrative.
rien dans son arc ou celui du Roi de la Nuit, c'est-à-dire le Night King, ne préparait à cette conclusion. La capacité d'Arya à passer inaperçue parmi les marcheurs blancs et les morts vivants est totalement inexpliquée. La meuf, t'as l'impression qu'elle saute sur un trampoline avant d'atterrir sur le Night King. Et le combat d'ailleurs est sans enjeu, puisque le Roi de la Nuit, présenté comme l'un des antagonistes les plus ultimes qui soit, et ce depuis pas mal de saisons, est éliminé en quelques secondes par un petit tour de passe-passe que l'on peut voir au marché de Montreuil, sans aucune résistance significative de la part du Roi de la Nuit, et ça diminue totalement son importance. Et de toute façon, dans les dernières saisons, Arya semble se détacher complètement des autres personnages. Elle se coupe de sa famille et agit de manière égoïste, ce qui contraste totalement avec les débuts de son personnage. Elle montre peu de remords, ou même de liens significatifs avec les autres personnages, à l'exception de quelques rares moments avec Sansa ou le limier, et malgré sa puissance, on va le dire, digne du Punisher, eh bien, elle ne joue aucun rôle dans la stratégie ou la politique de Westeros, ce qui rend son statut de survivante encore plus frustrant, puisque la meuf, elle est au milieu du massacre de Port-Réal, et pourtant, il lui arrive quasiment rien. Je veux dire, bon, à la fin, effectivement, elle est un peu poussiéreuse et tout, mais bon, elle est sur ses deux pieds, quoi. Et elle devient progressivement une anomalie dans l'univers de Game of Thrones. Là où les autres personnages se battent pour survivre dans un monde brutal et réaliste, elle, elle semble évoluer dans une bulle d'invincibilité. Elle survit, encore une fois, et je viens de le dire, miraculeusement à la destruction de King's Landing, alors qu'elle était quasiment sous Drogon, et que d'ailleurs tous autour d'elle périssent, et ensuite on la voit se téléporter à plusieurs reprises d'un endroit à l'autre, sans que le temps ou l'espace ne semble la limiter. Et ces incohérences créent un fossé entre elle et le reste de l'univers de Game of Thrones, et ça sape notre investissement dans la série. Et en conclusion, on sent que le personnage est en déconnexion totale avec l'univers dans lequel elle évolue. Arya Stark, c'est l'exemple parfait d'un personnage dont la popularité a littéralement dicté les décisions scénaristiques au détriment de la cohérence narrative. Et bien que ses exploits aient ravi une partie du public fan de Game of Thrones, il brise l'équilibre et le réalisme brut qui faisait la force de cette série justement. Le potentiel d'Arya en tant que personnage complexe et humain est sacrifié au profit de moments badass gratuits, et ça laisse une impression d'inachevé et d'artificialité dans ce personnage. Et c'est d'autant plus con, si on devait revenir au meilleur arc narratif qu'aurait pu avoir Arya, c'est que pas mal de mecs, dont un youtubeur, il me semble américain, dont la spécialité est de réécrire un peu les fins merdiques de fictions diverses et variées, Unique Name Osorus, pour ne pas le nommer, là c'est effectivement le nom du youtubeur dont je parle, c'est qu'il a fait effectivement une longue vidéo, je crois de 2h30, sur le fait de réécrire totalement la fin de Game of Thrones. Et je trouve que la manière dont il a géré Arya Stark et son développement de personnage est beaucoup plus intéressant. Dans la version de Unique Name Osorus de la fin de Game of Thrones, eh bien Arya Stark serait dans une espèce de boucle ironique, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle veut tuer quelqu'un de sa liste, que ce soit Cersei, que ce soit Gregor Clegane, peu importe la personne de sa liste, eh bien elle n'y arrive pas. Voilà. Et ça lui permet effectivement de remettre un peu en question son côté un peu vengeant, parce que l'un des gros problèmes aussi de Arya Stark, à partir de la deuxième moitié de la série Game of Thrones, c'est qu'elle prend une décision, c'est-à-dire de se venger, et toute la série supporte ses décisions. Il n'y a pas un moment donné où elle se dit « ouais, peut-être la vengeance c'est pas bien ». Ou peut-être que c'est un peu con, ou peut-être que ceci, peut-être que cela. Non, elle décide de se venger, elle se venge, basta. C'est un peu con. Alors que justement, le fait qu'à chaque fois qu'elle veuille se venger de quelqu'un, et finalement, il y a une autre personne qui la tue sous ses yeux, je trouve ça beaucoup plus intéressant. D'ailleurs, je peux vous conseiller effectivement cette vidéo de Unique Name Osorus pour les bilingues de la chaîne, pour ceux qui comprennent l'anglais, mais voilà. Je trouve qu'il y avait clairement largement moyen de faire beaucoup mieux avec ce personnage. Et bon, si on devait revenir un peu au côté général de la série, même la réalisation technique, elle est vide de sens et vide d'intérêt. Parce que bien que la série conserve effectivement une production de haute qualité, c'est-à-dire les effets spéciaux, les costumes et la cinématographie en termes général, ça peut pas compenser le manque de substance dans le scénario, et même là encore, c'est pas toujours parfait. Comme par exemple la bataille de Winterfell, elle est beaucoup trop sombre pour être appréciée visuellement, quasiment écran noir pendant 40 minutes. Et la plupart des scènes de destruction, les scènes spectaculaires comme la destruction de Port-Réal, ça devient des spectacles gratuits sans justification narrative solide. Et finalement, cette débâcle illustre un point crucial. Ok, des visuels impressionnants, des batailles épiques et des moments chocs, ça peut jamais compenser un scénario mal écrit. Et les meilleures œuvres de fiction reposent toujours sur des personnages cohérents, des intrigues bien construites et des conclusions qui honorent ce qui a précédé, en tout cas en termes narratifs. Et finalement, la série légendaire Game of Thrones a été réduite à une simple déception. Elle a commencé comme une révolution dans le genre fantastique, un mélange brillant de drame politique, de complexité morale et de rebondissements choquants, et puis, on va le dire aussi, à la base Game of Thrones, c'est une déconstruction de la plupart des tropes de la fantasy moderne. Mais les dernières saisons, notamment la 8ème, ont fait dérailler cet héritage, c'est devenu, en fait, exactement ce que Game of Thrones critiquait au début, c'est-à-dire une série de fantasy générique et des plus clichés et des plus classiques, une série qui offre d'ailleurs une conclusion précipitée, incohérente et insatisfaisante. Et finalement, Game of Thrones restera une œuvre inachevée, une promesse brisée, qui attend toujours sa rédemption, sous une forme ou une autre. On compte sur toi, mon petit Georginet, mais bon, parierait pas non plus, hein. Ça c'est sûr. Alors voilà, en espérant que la vidéo vous ait plu, abonnez-vous pour encourager la chaîne, prenez soin de vous, et à la prochaine.